Bonjour à tous, salut Kevin. Hello, hello. Est-ce que déjà tout le monde nous entend? Est-ce que vous allez bien? Parce qu'il y a toujours des fois des petits problèmes de son, de micro. Et Kevin, alors on s'entend. Vous allez nous dire si tout va bien sur le chat. Rudy, Ok, trop impeccable. cool. Bon, le son est bon, c'est déjà ça. Alors on va attendre quelques petites minutes, 2-3 minutes, le temps que les retardataires se connectent, comme d'habitude. Bah déjà, c'est pour On commencer, démarra. tu peux commencer à présenter Kevin pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Kevin Marmot, je suis le fondateur de l'Analyse. L'Analyse, on est une agence de prospection commerciale externalisée. Notre métier, c'est de faire de la mise en lien, d'être le premier lien de confiance entre nos clients et leurs futurs clients. Donc, on fait de l'outbound, mais on fait pas de l'outbound de masse, on fait de l'outbound avec une multitude de cibles et une multitude de discours. Et c'est un peu l'idée du webinaire du jour. Donc, vous présenter de manière un petit peu plus précise une partie de la méthode Lala et notre mode de fonctionnement. Yes. Et du coup, Kevin et Laïd sont des clients du coup depuis un petit moment de Faro et ils ont des techniques de prospection qui sont très efficaces et assez élaborées. Donc, ben, nous, on avait à cœur du coup de faire ce webinaire avec eux et surtout le sujet là sur prioriser ses actions de prospection avec les tiers 1, 2 et 3. C'est quelque chose qui nous était assez demandé parce que c'est assez peu utilisé. Et Kevin, toi, tu as théorisé la chose, tu vas nous le présenter. Et c'est quelque chose que ça fait un petit moment que tu utilises toi chez Laïd. Ouais, bah, en fait, comme tout le monde, on a commencé l'outbound en faisant du one-to-many, donc de la base de manière assez large. Et puis la volonté de Lala, ça a toujours été de faire de l'ultra-personnalisation sur nos campagnes. Et là, on a trouvé depuis un an et demi maintenant, une organisation de campagne qui nous permet à la fois de faire de la masse, de faire de la chasse, donc un mix entre quantité et qualité qu'on développera là. Et Faro est venu s'intégrer. On a commencé les discussions il y a à peu près un an et demi, et Faro est venu s'intégrer dans toute la méthode l'analyse aujourd'hui. Donc c'est un outil qu'on utilise au quotidien pour créer nos bases, pour lancer les actions de chasse. Puis ça sera l'occasion là de ce webinaire de vous montrer comment les BizDev là organisent leur temps et travaillent avec Faro au quotidien. Yes, ça serait trop cool du coup. Bon, on va pas tarder à commencer. Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas, bonjour Chloé. Juste un petit point comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude du coup des webinaires que l'on fait, le but c'est que ça soit le plus interactif possible. Il y a une session de questions-réponses qui est prévue à la fin de ce webinaire de 10-15 minutes pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Mais si vous avez des questions pendant les slides, on prendra des pauses pendant les slides pour y répondre. Si vous avez des interrogations, comme vous allez voir, on va essayer de vous apprendre pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont un peu techniques. Donc voilà, l'objectif c'est que ça soit le plus efficient possible et que vous participez au maximum. Impeccable. Allez, c'est parti, on peut y aller, 17h03, let's go. Vas-y, je prends la main sur les slides. Donc petit déroulé comme d'habitude des fonctionnements du webinaire. On va vous parler aujourd'hui d'account-based selling. En gros, l'organisation de la prospection chez nous, elle est faite en trois temps. Une partie automation, une partie de cycle de prospection basé sur les intents, et une partie qu'on appelle l'account-based selling, justement ce qu'on appelle nous la chasse. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce mode de fonctionnement-là. Comment on fait pour prioriser ces actions de prospection? Est-ce qu'on fait d'abord de la masse? Est-ce qu'on fait d'abord de la chasse? Comment on trie ces bases de données? Quels résultats attendre de ces campagnes de prospection quand on a ce doux mélange entre quantité et qualité? C'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui avec justement un exemple et l'utilisation de Faro qu'on vous fera en live sur ce webinaire. La notion clé de cet échange, c'est ce qu'on appelle l'account-based selling. C'est issu de l'account-based marketing. L'idée, c'est d'avoir des campagnes de prospection qui sont focus non plus sur des personas, mais sur des comptes, et d'avoir un doux mélange entre la prospection de masse et de la chasse, euh, organisée de façon à aller travailler les comptes prioritaires dans un premier temps, travailler dans un second temps des comptes qui vont être ciblés mais de manière plus large, et enfin une approche beaucoup plus global, comme on a tendance à le faire en termes de prospection depuis un moment maintenant, vu que tous les outils d'outreach sont un peu mis à disposition de tout le monde. Je pense au Lemlist, au Laxi, qui font qu'aujourd'hui, en fait, on peut plus se contenter de faire de l'approche de masse. On doit se focaliser sur quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, l'account-based selling, toute cette structure de réflexion autour de comment prioriser ces bases de données, elle se base sur une structure projet qui est connue.
je sais pas si tout le monde se connaît ce triangle, c'est un peu le triangle de la gestion de projet, l'adéquation entre qualité, coût, délai. On peut pas avoir un projet fait dans un délai record avec une qualité très 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 bonne. On peut pas avoir un projet qui a une qualité optimale sans avoir le coût qui suit. Bah, c'est un peu ça aussi dans la prospection. L'idée, c'est d'avoir une bonne adéquation sur les bases de données et les actions de prospection pour avoir l'équilibre parfait entre qualité, coût, délai. Donc, dans une démarche, on va diviser nos campagnes de prospection chez Lala en 3 temps. La première approche, c'est l'approche de chasse, le one-to-one. C'est celle qui prend le plus de temps, donc qui a le délai le plus élevé et qui a un focus qualité. Donc, c'est identifier les comptes avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler et se lancer dans des actions de chasse. Le deuxième pendant de ce triangle, c'est l'adéquation entre la qualité et le coût, ce qu'on appelle le one-to-few. Le one-to-few, bah, c'est identifier une multitude de bases de données, une multitude de typologies de prospects avec des intents précis que je vais pouvoir prospecter avec un degré de personnalisation beaucoup plus poussé, mais toujours pas vraiment de la masse. Et ensuite, se focaliser à la fin sur le one-to-many, donc aller travailler toute la base de données qui me reste avec mes personas clés pour justement avoir un équilibre entre qualité et coût. Enfin, qualité et temps passé. Donc, vous l'avez compris, la cible idéale, et c'est ce qu'on va essayer de pousser durant cet échange et de manière en utilisant des exemples, c'est d'avoir la bonne adéquation et d'avoir une cible très précise, donc à la fois de la chasse, à la fois de la masse, et avoir un degré de personnalisation qui varie en fonction de la cible qu'on va travailler, pour justement gérer son temps au mieux, parce que le temps d'un sales, il est de par nature pas illimité. Donc l'idée, c'est dans un temps donné, sur un mois, être en capacité de prospecter le maximum de personnes avec le maximum d'intérêt et prioriser son temps sur les leads qui vous rapporteront le plus d'intérêt ou qui auront le plus de valeur pour votre boîte. En termes d'organisation, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma, et je pense que c'est un bon schéma à garder. Enfin, en tout cas, nous, on l'a toujours en tête en termes d'organisation d'action sales. Plus on sera sur du one-to-one, plus on a un degré de personnalisation qui est élevé et moins on a de comptes précis. L'idée, c'est d'avoir une approche personnalisée pour un certain nombre de comptes qui sont les comptes vraiment avec lesquels j'ai envie de bosser. Une approche moins personnalisée avec le one-to-few. Et le one-to-one, on va vraiment être sur quelque chose de beaucoup plus massif, toujours en ayant un degré de données suffisant pour que l'approche de prospection ne soit pas non plus simplement basée sur l'entreprise, mais quelque chose de suffisamment personnalisé pour avoir un intérêt. Je pense que le mieux pour vous présenter un petit peu ce mode de travail, c'est de rentrer dans un exemple concret. Je pense que on va se baser tout de suite sur Faro pour vous montrer un peu comment on fonctionne. Je te laisse la main. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Kevin. Déjà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur cette première approche, parce que elle peut sembler évidente comme ça, comme Kevin l'a dit, mais elle est quand même assez réfléchie et pas forcément très facile à mettre en place de base. Mais on va vous montrer comment très facilement avec Faro, vous pouvez mettre du coup ces trois différents tiers du coup dans votre prospection en place. Donc, comme le disait Kevin, la première chose qu'on va mettre en place quand on va créer du coup ces trois tiers, du coup les one-to-many, one-to-few et one-to-one, ça va être de consolider déjà, de savoir du coup quel va être notre marché adressable. Pour ça, on va aller sur des critères qui sont pas très spécifiques, qui sont plutôt généralistes. On va quand même regarder un ICP, du coup une taille d'entreprise que l'on souhaite adresser, qui va être notre marché, hein, qui va répondre, avec lequel on va le mieux répondre aux besoins. Un persona, bien sûr, dans cette entreprise que l'on va du coup contacter et qui sera notre interlocuteur privilégié, celui avec lequel du coup on traitera. Et quelques indicateurs économiques que l'on peut rajouter, comme la croissance, des recrutements, comme ça. Les indicateurs économiques de croissance sont toujours très intéressants à jouer avec et à utiliser parce que ça va nous permettre de savoir qu'une entreprise a du budget. La plupart du temps, quand on prospecte, on va essayer de vendre un service ou un produit. Donc, une entreprise qui a de la trésor, qui a du budget, qui est en croissance, c'est des signaux qui sont à garder du coup sur son marché adressable. Une fois qu'on a le one-to-many, ouais. Je vais juste ajouter un petit point. Le one-to-many dans cette étape-là, il doit vraiment être le plus poussé possible. On n'est pas non plus à aller chercher les intents les plus précis du marché, mais on est en train de se dire, si je prends la liste de tous les clients avec lesquels j'ai bossé jusqu'à présent, si je prends la liste des clients avec lesquels j'ai envie de bosser, si je prends la liste des clients de mes concurrents, quels sont tous les critères qu'il peut y avoir en commun?
Donc, c'est vraiment l'ensemble des critères qui est en relation avec l'ensemble de ma base. Le plus précis, on le verra après, mais pour cette base one-to-many, il faut vraiment être le plus précis possible tout en restant euh, large. L'exemple de l'agence SEO, ici, c'est d'aller travailler des prospects qui sont intéressés par le SEO, bien évidemment, mais pas forcément de rentrer dans du détail de techno utilisés, de recrutement ou d'intent qu'on triera après. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est une super bonne chose que tu dis, Kevin, là, d'analyser du coup ses clients actuels, du coup, pour faire ressortir, par exemple, là, on l'a pas fait nous, secteur d'SEO, mais faire ressortir les secteurs d'activité des codes NAF. Et on a souvent, si on regarde nos 50 derniers clients, vous allez voir souvent des codes NAF qui vont sortir deux, trois secteurs d'activité, trois codes NAF. Et vous pouvez utiliser du coup aussi secteur d'activité ou ces codes NAF qui vont ressortir, du coup, pour faire votre one-to-many, parce que ça sera ben, vos clients que vous utilisez, avec lesquels vous avez le plus de chances de vendre et que vous travaillez le plus. Donc, une fois qu'on a consolidé du coup notre base, qu'on a créé notre base de one-to-many, on va ensuite, on va devoir après trier du coup cette base-là et choisir ses comptes prioritaires. Suivant votre typologie d'entreprise, donc de sales que vous avez aussi dans la boîte et votre capacité de prospection, vous allez choisir 30, 40, 50 comptes sur lesquels vous souhaitez travailler, sur vos clients idéaux avec lesquels vous souhaitez absolument travailler. Ça va être très important. Mais c'est des objectifs à se donner annuellement. Je vais travailler avec ces 20 comptes, ces 30 comptes, ces 50 comptes dans l'année. Et là, on va avoir une prospection qui sera ultra personnalisée. On va le voir juste après. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait aussi notre liste one to few qu'on va voir juste après, on va compléter du coup nos sources de données, récupérer un maximum d'intent, d'actualité, différentes sources de données que l'on peut récupérer pour pouvoir être le plus efficace possible et le plus pertinent possible dans notre approche. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner du coup pour cet exemple-là? Du coup, on a dit qu'on se mettait du coup dans la peau d'une agence SEO. Donc, au niveau de notre one-to-many, du coup, notre marché adressable, on va cibler, nous, au niveau des ICP, du coup, des PME de 10 à 200 salariés. Au niveau des personas, on a du coup de choisir les CMO, du coup, directeur marketing. Souvent sur les SEO, c'est eux qui sont en charge du sujet, du coup, dans ces boîtes-là. Donc, c'est les personnes que l'on va adresser directement. Et on voulait mettre quand même, du coup, un indicateur économique de croissance. Comme on l'a dit, les entreprises en croissance, c'est des entreprises qui ont du budget, qui ont de la trésor. Donc, on sélectionne souvent celui-là. C'est super important ce niveau 2 de ciblage one-to-many. On a tendance généralement quand on fait ces ICP à s'arrêter à la typologie de boîte et de typologie de job. Nous, on veille toujours à mettre un indicateur économique parce que c'est intéressant d'avoir une entreprise qui est dans sa croissance économique au moment où elle a besoin de nous. Une entreprise qui est en train de se lancer, une boîte qui a fait du résultat l'année passée, une boîte qui a de la trésor. Quand vous souhaitez vendre un produit ou un service, c'est intéressant d'aller cibler des entreprises qui ont les moyens de se le payer. Donc, ajouter au moment où vous faites votre ciblage des boîtes qui en ont les moyens, c'est un moyen déjà dès le départ de trier une base adressable qui est très large avec une base adressable qui a le budget de passer avec vous. Yes. Ouais, franchement, hyper important et on voit les résultats quand on fait une liste d'entreprises en croissance et qui ne sont pas en croissance. On a souvent des réponses positives qui sont beaucoup plus grandes du coup sur les entreprises en croissance. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran et vous montrer réellement dans Faro comment on va faire pour découper du coup comme ça nos tiers et créer du coup ces listes de prospection et son marché adressable. Donc là, on a dit que l'on ciblait du coup les CMO d'entreprises de 10 à 200 salariés en croissance. Donc la petite astuce sur Faro, on va cibler ici directement le département marketing. Si je ne mets pas de niveau de responsabilité, ça va être directement la personne la plus haute placée dans le département qui va ressortir. On veut les responsables, directeurs marketing, CMO. Donc là, on peut sélectionner uniquement le département marketing. Ensuite, on a dit qu'on souhaitait des entreprises en croissance. On veut des données financières dessus. Donc, on va taper ici en croissance et on va mettre ce filtre-là. Et au niveau de la taille d'entreprise, on a dit que c'était de 10 à 200 salariés. Hop, on lance la recherche. Et là, on peut voir du coup qu'il y a 20 000 prospects et 20 000 entreprises du coup qui vont ressortir. Bon, ça fait du coup une grosse base adressable, mais comme on l'a dit, c'est notre marché total. Hein. Ce n'est pas une liste de prospection qu'on va faire pour faire une campagne. Ça correspond vraiment à notre marché total. Donc, on a créé notre marché que l'on souhaite adresser cette année. Ce qu'on va faire, on va tout simplement les rentrer dans une liste. Je sélectionne, j'ajoute mes prospects à une liste. Ma liste one-to-many, CMO de 10 à 200 salariés en croissance. Hop, je rentre mes prospects dans la liste. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que là, on vient de définir une base qui est la taille de notre marché adressable. Et l'idée derrière, ça va être de définir une multitude de bases qu'on va appeler les one-to-few, qui vont être basées sur des intents et qui vont être basées sur sur ces 20 000 contacts-là. L'idée de l'approche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de partir d'une grosse base, d'identifier un ensemble de sous-bases sans abandonner pour autant le one-to-many qu'on utilisera, vous allez le voir derrière, en prospection quand même. Ça permet deux choses. La première, c'est d'avoir déjà sa taille de marché adressable,
Deux, d'identifier des points communs entre vos prospects que vous n'auriez pas forcément imaginé. Parce que là, vous allez pouvoir faire des découpes de bases de données et il y a des découpes qui vont arriver derrière qui vont vous permettre vraiment d'avoir la moitié, le tiers des prospects qui vont se ranger dans certaines catégories. Yes, tout à fait. Du coup, une fois que l'on a du coup fait cette base de données one-to-many, ben, il y a la deuxième étape que l'on a dit, du coup, ça va être de trier nos prospects et choisir du coup nos one-to-one, les 50 entreprises avec lesquelles on veut travailler. Toi, est-ce que tu as des astuces comme ça, Kevin, toi, pour choisir du coup ces 50 comptes clés que l'on veut signer dans l'année? Bah, il y a la prévision que tu fais sur ton année avec les boîtes où tu te dis, OK, moi, je pense que enfin, j'ai envie de bosser avec ces boîtes-là. Donc, généralement, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'au moment des séminaires ou à des gros moments de l'année, on se pose avec toute l'équipe et on leur dit, OK, avec qui vous avez envie de bosser l'année prochaine? Et en fait, dans l'objectif sales qu'on a chez Lala, c'est d'aller signer ces boîtes-là. Euh, bon, cette année, on en a eu un tiers de ce qu'on avait, de ce qui était prévu, justement, dans les one-to-one. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours des comptes clés qui vont un peu définir qui tu es sur ton marché. Donc, quand on se lance, généralement, bah, on n'a pas trop de références, donc on va surtout aller chercher des entreprises qui sont à portée. On va pas forcément tout de suite aller chercher les grands comptes où il y a des notions complexes à mettre en place. Et plus on va avancer dans la vie de l'entreprise, plus ces comptes clés à travailler sur l'année vont être de plus en plus importants, voire même certaines boîtes, quand elles sont structurées pour du grand compte, vont être focus sur du grand compte dès le départ. Ok, ok, hyper intéressant du coup de travailler comme ça par entreprise avec lesquelles on veut travailler. Donc là, on a fait la liste simplement, comme je l'ai dit, du coup, de la liste one-to-one des 50 boîtes avec lesquelles on souhaite travailler. Donc là, on a préparé préalablement. Ça, c'est surtout des boîtes SaaS, des boîtes du coup des startups, des technologies que l'on souhaite travailler, du coup des Shine, des Klaxoon, des PlayPlay. Voilà, on a vraiment du coup fait une liste de ces 50 comptes et ça sera nos comptes prioritaires dans l'année. Donc là, on a notre première liste, du coup, one-to-many, notre 20 000 marchés adressables, nos 50 prospects que l'on souhaite adresser du coup et que l'on souhaite signer dans l'année, qui sont nos prospects prioritaires qui vont nous prendre le plus de temps et d'efforts. Et ensuite, ben, on va refaire des recherches et on va recouper du coup via différentes intents pour pouvoir faire des listes one to few. On va voir du coup comment on peut mettre ça en place. Sur Faro, vous avez pas mal d'intents à aller chercher. Faro n'est pas la seule solution, n'est pas le seul outil qui vous permet d'aller chercher des intents. C'est celui sur lequel on se base aujourd'hui, parce que le webinaire est avec Faro. Mais l'idée, c'est de se dire, vous avez votre base de marché adressable. Ces bases de marché adressables, il y a des intents sur le marché, il y a des éléments d'activité qui vont permettre de cibler des prospects de manière précise. Dans le cadre d'une agence SEO, bah, je sais pas moi, c'est l'entreprise vient de sortir son site, l'entreprise utilise tel type de technologie. L'entreprise vient d'ouvrir un poste marketing. L'entreprise est en train de recruter, est en B2B et est en train de recruter un maximum de sales. Bah, s'il y a un maximum de sales qui arrive dans l'entreprise, il y a besoin d'avoir du volume de leads entrants, il y a besoin d'avoir du volume d'affaires et c'est intéressant dans ce cas-là d'aller travailler le SEO pour faire de l'entrant en inbound. Réfléchissez vraiment toujours par rapport à des listes d'intent et regardez comment ces intents peuvent avoir un impact direct sur votre activité. Et à ce moment-là, on a notre base one-to-many. L'idée, c'est de prendre cette base-là, d'avoir des croisements d'intents. Ça va nous permettre d'avoir déjà des bases beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées sur un besoin marché, mais ça va nous permettre aussi d'avoir un discours plus poussé dans notre démarche de prospection, que ce soit en prospection par mail, par LinkedIn, par téléphone, peu importe le canal. L'idée, c'est vraiment d'avoir le discours qui sera le plus poussé et qui apportera le plus de valeur à vos prospects. Yes, et ça c'est du coup le plus important du coup quand on va recouper nos bases. Donc là on a nos 20 000 prospects, notre 20 000 du coup bases de one to many. Et comment on va faire pour la recouper? Ben, tout simplement on va ajouter là du coup des intents sur lesquels on veut travailler. Par exemple, je veux du coup des entreprises qui utilisent un logiciel du SEO, du coup Yoast SEO Premium. Ben, je vais ajouter cette condition là sur ma base existante. Et là, du coup, j'aurai 351 entreprises que je vais pouvoir ajouter à ma liste qui utilisent une technologie en particulier. Comme l'a dit Kevin, ben, on va pouvoir personnaliser nos échanges via mail, via LinkedIn, via téléphone, parce qu'on sait qu'ils utilisent une technologie qui est en lien du coup avec le SEO, en rappelant qu'on est une agence SEO. Donc là, je crée dans ma liste, list one to few, CMO, 10 à 200 salariés, Yoast SEO Premium. Hop, j'ajoute directement du coup mes prospects à la liste. Ensuite, je vais pouvoir continuer du coup à croiser et refaire d'autres listes d'entreprises comme ça, personnalisées via d'autres intents, des intents qui vont être intéressants à aller chercher, comme l'a dit Kevin, on va pouvoir le recrutement par exemple de collaborateurs au niveau de recrutement de sales, ça va être assez intéressant parce que souvent les entreprises qui recrutent du coup des business développeurs ou des sales, ben, ils auront un besoin du coup de rendez-vous, un besoin de lead entrant qui va du coup bien entendu être exponentiel. Donc ils auront une stratégie SEO sûrement à mettre en place pour pouvoir alimenter les sales en rendez-vous. Donc, c'est des listes qui vont être intéressants à faire. Si je fais cette liste-là, par exemple, j'ai 92 entreprises qui vont ressortir. Je peux, pareil, les sélectionner. J'ajoute mes prospects à la liste. Hop, j'ai déjà créé en avance.
liste recrutement sales. Hop, j'ajoute mes prospects à ma liste. Et après, je peux enchaîner comme ça et en faire. Puis il y a plein d'interns. Je peux utiliser l'intern par exemple levée de fonds aussi. Hop, levée de fonds en 2023 pour pareil, pouvoir personnaliser les entreprises qui ont levé de fonds. Avec Faro, vous avez la possibilité, vous le savez, de faire des exports modulaires, du coup de connaître la date de la levée de fonds, le montant de la levée de fonds pour avoir une personnalisation qui soit le plus efficace possible. Donc là, on a 315 entreprises et prospects du coup qui ont levé des fonds en 2023. Pareil, on va ajouter les prospects du coup à la liste levée de fonds 2023. Et petit à petit, comme ça, on crée nos listes one to few pour pouvoir du coup avoir notre tier 2. Cette liste-là, ça va être notre deuxième persona prioritaire, celui qu'on voudra adresser du coup en second plan et de façon quand même assez personnalisée avec des intents très précises. Ce qui est intéressant en utilisant Faro dans cette démarche-là, c'est que vous pouvez synchroniser les intents avec votre CRM. Nous, on utilise HubSpot pour certains de nos clients et du coup, on va se retrouver avec notre CRM, donc HubSpot, enrichi avec les intents du marché. Donc, on aura à la fois notre base adressable, cette base adressable découpée en listes et ces listes, on aura l'information de visu sur les campagnes HubSpot. Ce qui fait que je m'avance un peu sur la suite de la présentation, mais quand vous allez lancer des actions de prospection, que ce soit sur des cycles d'outreach ou de la prospection téléphonique, à l'écran, au moment où vous allez lancer les cycles, vous allez avoir les informations. Donc, quand vous avez votre prospect au téléphone et que vous avez les informations à l'écran directement, ça a beaucoup plus de valeur parce que vous allez pouvoir rebondir sur les intents que vous avez été récupérés et qui auront de l'intérêt pour votre prospect. Yes, et ça c'est vraiment super important. Comme a dit Kevin, c'est un des gros avantages de Faro, c'est de le connecter du coup avec son CRM quand utilise Pipedrive ou HubSpot, parce que quand vous allez faire du multicanal, les équipes de la lead, quand elles appellent un prospect, elles ont toutes les infos nécessaires, les intents, pour pouvoir après avoir le bon discours et être le plus percutant possible. Et c'est vraiment ça qui fera la différence. Top. La base de données, une fois on a créé notre base de données, on a notre base de données adressable qui est le one-to-many, on a sélectionné dans ce one-to-many nos comptes clés qui sont les comptes avec lesquels on a envie de bosser. On a créé une multitude de listes avec des intents qui sont basés sur Faro. L'idée, c'est pas de s'arrêter là. C'est-à-dire que Faro, aujourd'hui, à mon sens, c'est devenu le minimum de qualité de base de données nécessaire sur le marché de la prospection. Euh, Avant, on se contentait d'aller faire des recherches Sales Navigator, de tirer des retours de Sales Navigator. Aujourd'hui, Faro, grâce à ses filtres magiques, nous permet d'avoir, ça s'appelle comme ça, des filtres magiques, nous permet d'avoir une multitude d'informations et des intents qui vont nous permettre de travailler nos cibles. En fonction des marchés, vous avez d'autres sources de données qui peuvent être intéressantes. Si on reprend l'exemple de notre agence SEO, c'est intéressant de savoir quel est le trafic du site internet de la boîte. On peut utiliser des solutions comme SimilarWeb pour aller creuser l'info. Ça nous intéresse aussi de savoir le volume, les volumes et les mots-clés qui sont utilisés dans le cadre des entreprises qu'on bosse. Donc il y a l'API de SEMrush, par exemple, qui nous permet de récupérer cette donnée. Et en fait, en synchronisant cette donnée avec notre CRM au centre, Faro en enrichissement de typologie de base de données et des solutions comme SimilarWeb ou SEMrush, on se retrouve avec un CRM ultra enrichi, avec de la donnée ultra précise sur notre marché, en l'occurrence la donnée SEO qui vient de SEMrush et SimilarWeb, de la donnée d'intent un peu globale qui auront de la valeur dans le cadre de notre division de marché, donc on a récupéré avec Faro. Et après, il y a une multitude d'autres solutions. Je vais prendre l'exemple là de Papers qu'on a mis. Papers, par exemple, elle vous permet d'avoir la trésorerie disponible déclarée sur le bilan de l'entreprise. Une entreprise qui a une trésorerie disponible constante sur les 3 dernières années est une entreprise potentiellement qui a le budget à investir dans telle ou telle solution. Donc, l'indicateur financier qu'on avait au début, on peut le retrouver de manière beaucoup plus précise aujourd'hui avec des solutions comme Papers. Et ça, c'est vraiment super intéressant, du coup, ce que dit Kevin, et ce qui fera la différence, il pourra nous donner des exemples sur du copywriting, mais en fait, on aura des infos qui seront vraiment ultra personnalisées, tout en faisant de façon automatisée. On envoie un mail à quelqu'un lui disant, j'ai vu que vous recrutez, du coup, actuellement 3 sales, vous avez un trafic de 3000 visiteurs par mois, or, du coup, on sait que le taux de conversion moyen sur les SaaS B2B est de 10%, tu peux faire limite le calcul automatisé en moyenne, vous avez tant de leads par mois qui rentrent, est-ce que ce sera assez pour alimenter vos sales? Je ne crois pas, ça pourrait vouloir le coup d'échanger. Et ça, il n'y a pas plus personnalisé comme mail de travailler comme ça avec des données qui sont fraîches et propres à chaque entreprise. Totalement. On va vous faire un focus. Donc, on a notre base one-to-many, on a notre base one-to-few avec une multitude de données travaillées. Maintenant, donc on a pris la donnée, on l'a triée, maintenant il faut la prioriser. Dans l'ordre de priorité numéro 1, on s'est listé au lancement de notre réflexion une liste de comptes clés. Ces comptes clés, si on reprend notre triangle qualité-coût-délai, c'est la base de données qui va prendre le plus de temps à traiter, mais qui aura aussi le plus de qualité. Donc c'est une base de données
qu'on va chouchouter, on va créer du contenu pour elles, on va créer des messages ultra personnalisés, on va se renseigner en amont sur ces boîtes-là et ensuite on va rentrer en contact avec eux. J'ai vu dans la conversation tout à l'heure passée Human Linker, c'est super intéressant d'utiliser Human Linker pour aller récupérer de la data sur les différents personnages qui peuvent être intéressantes. On peut garder Faro au cœur de l'activité pour aller avoir un screening global de l'organigramme de l'entreprise, les informations clés sur les news, sur les posts LinkedIn, etc., pour se donner une idée de quels sont les éléments sur lesquels je vais pouvoir rebondir pour rentrer en contact avec cette entreprise-là. Et là, on est dans une approche plus commerciale, mais on peut lier ça au marketing. On peut demander, si on en a la possibilité ou le rédiger nous-mêmes, à créer des contenus marketing à destination de ces comptes one-to-one. Si ce compte-là a tel enjeu, créons un article sur tel enjeu. Si ce compte-là communique sur un sujet, créons un article ou un contenu ou une vidéo sur ce sujet-là. Intégrons dans notre processus de production, de prospection, le marketing, justement pour avoir le plus de liens d'intérêt avec le prospect et lui donner de la valeur à chaque élément de prise de contact. Est-ce qu'on peut regarder justement sur Faro comment on rentre Ouais, là-dedans? ouais, tout à fait. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de nos clients qui l'utilisent, en tout cas qui nous font le retour qu'ils l'utilisent, mais Faro est aussi ultra approprié comme ça pour une approche one-to-one ou ABM ou SBM comme l'a présenté Kevin. Mais tout simplement, là, si on va sur nos listes de one-to-one, nos 50 comptes clés, on va pouvoir ici aller sur la fiche d'entreprise et là, on va voir toutes les infos qui nous intéressent et qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir utiliser du coup les articles récents, du coup l'actualité récente des entreprises qui va ressortir pour surfer aussi sur son actualité récente pour essayer du coup de les contacter, des technologies visibles, les sociétés.com, Papers. Kevin du coup l'utilise pas mal pour aller chercher la trésorerie d'entreprise, vous avez le lien directement. Là vous allez pouvoir vraiment retrouver tout un tas d'informations qui vont permettre vraiment de connaître un maximum votre compte. Il y a quoi d'autre que tu utilises aussi, si toi Kevin l'organigramme aussi tu utilises pas mal, ouais. Oui, Papers, on utilise pas mal. On va récupérer de la donnée sur Société Info. On utilise, nos sales, quand ils travaillent, ils ont justement accès à ce dashboard Faro pour faire l'achat. C'est justement aller regarder l'organigramme des boîtes. Donc, c'est l'icône numéro 2. Là, tu auras vraiment tout l'organigramme voilà, du marketing, de l'IT, du commerce, du métier. Et l'idée, c'est d'aller naviguer rapidement dans les différents domaines d'expertise de l'entreprise, les différents services, pour aller trouver quel est le contact clé. Ça vaut le coup quand vous êtes sur des structures qui sont assez balèzes. Je pense notamment au CAC ou au SBF, où il faut aller trouver le bon contact qui gère tel sujet, plutôt que d'aller sur SalesNav et de naviguer dans tous les sens. Tout centralisé sur Faro, ça permet d'avoir justement un gain de temps au moment où on va faire cette prospection de chasse. Il y a un autre truc aussi, c'est que Faro est connecté aux outils d'enrichissement. Donc en fait, en ajoutant les contacts à des listes, on a par exemple l'API Casper qui va nous permettre rapidement d'aller trouver le numéro de téléphone, qui ensuite va aller se déverser dans mon CRM. Donc quand j'organise mon temps en chasse, je peux aller identifier mes comptes clés, trouver les contacts intéressants dans ces comptes clés, l'importer dans mon CRM et s'en sortir de Faro, et ensuite passer en approche de prospection et de chasse en rentrant en contact avec ces gens-là. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas montré, mais pour ceux qui ne le savaient pas, une fois qu'on a dans la liste là, simplement avec Faro, on va pouvoir ici chercher les emails. Là, c'est un compte que j'ai créé pour le webinaire, mais aussi on a l'intégration Casper, on va pouvoir chercher le numéro de téléphone et en un clic, les pousser vers notre CRM, HubSpot, Fabric ou vers notre outil d'envoi, Lemlist ou LGM, pour que ça soit synchronisé et qu'on gagne du temps du coup sur la prospection. Alors, hop, on va revenir. Totalement. Je viens de voir un message de Fabienne. On a Ouais. également Faro permet d'importer des listes d'entreprises et d'avoir ces listes d'entreprises. C'est dans le mode recherche en haut à gauche. Peut-être faire un Ouais, petit tout à focus fait. dessus. Juste, ouais, tout à fait, une bonne question. Mais juste, si vous avez une liste d'entreprises du coup que vous souhaitez pour votre one-to-one, vous pouvez ici du coup cibler jusqu'à 500 entreprises. Donc vous rentrez le nom de des 500, des 50 entreprises que vous souhaitez cibler. Et ensuite, vous pouvez du coup rechercher l'entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une recherche de poste si vous souhaitez, du coup, par exemple, les sales ou les CMO du coup dans ces entreprises-là. Vous pouvez aussi aller à l'envers, partir d'une base d'entreprise et ensuite aller chercher le bon contact dans cette base d'entreprise. Ouais. Hop. Donc, Alors, on a la façon de travailler avec le avec le one-to-one. Le temps d'un sales est par nature pas limité, et par nature, pardon, limité. Donc, on n'a pas le temps de tout gérer. On n'a pas le temps de travailler les 20 000 comptes sur un mois, d'avoir une approche ultra personnalisée avec tout le monde. Donc, faut prioriser. L'étape 1, c'est de définir ses comptes clés et de passer du temps sur ces moments de chasse. Pour le one-to-few, maintenant, l'idée, c'est d'avoir un temps passé en setup qui est important, donc un temps de paramétrage de cycle, et ensuite laisser tourner, un peu comme on va le faire sur le one-to-many. Donc, on a nos intents, on a nos listings. L'idée maintenant, c'est de passer à une phase un petit peu plus de copie en rédigeant des cycles
de prospection qui vont mélanger de l'email, du LinkedIn, du téléphone, avec des cycles ultra personnalisés en fonction des différentes cibles. Toujours apporter de la valeur avec du contenu marketing complémentaire, des articles, des livres blancs, des simulateurs et tout ce qui s'ensuit, mais avoir plus une approche de création de contenu basée sur des intents. Donc, je sais pas, moi, dans le cadre de notre agence SEO, voilà, quels sont les 50 chantiers SEO à prioriser après la levée de fonds. Bah, si on fait un livre blanc là-dessus, ça peut valoir le coup de l'envoyer à toutes les boîtes qui sont en train de lever. À ce moment-là, vous allez avoir une adéquation entre une intent et un besoin sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Bien sûr, il faut pas forcer l'adéquation. Il faut qu'on arrive à se positionner sur un intent qui soit en adéquation avec l'activité de l'entreprise ou le marché. Pour la partie one-to-many, là, on est sur quelque chose de plus large. On a créé notre base de données one-to-many. Cette base one-to-many, on a isolé les one-to-one, on a isolé les one-to-few. Il nous reste quand même une base de données à travailler. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir déjà une approche ultra personnalisée sur les one-to-one, d'avoir une approche semi-personnalisée sur les one-to-few. Donc là, on va les mettre dans des cycles d'outreach avec des campagnes la grosse machine, des campagnes Namelist, des campagnes Wallaxy. On va mélanger les canaux, mélanger les points d'action, toujours rajouter de l'humain, parce que l'idée, c'est pas simplement de faire de l'automatisation, c'est vraiment d'aller créer un lien avec nos futurs clients. Donc, on va déclencher des actions de prospection téléphonique, toujours basées avec notre CRM où on aura récupéré les intents. Les intents nous permettront justement d'avoir un discours personnalisé. Et c'est comme ça qu'on maximise déjà l'intérêt que le prospect va avoir pour notre entreprise, l'adéquation entre notre entreprise et le prospect, et enfin nos chances d'obtenir un rendez-vous qualifié et pertinent. Pour le one-to-many, on a tendance aujourd'hui, avec l'ultra personnalisation, les solutions d'intelligence artificielle, etc., à le laisser de côté en se disant ah, c'est bon, moi je vais me focaliser sur ces intents-là, je sais que mon marché c'est les boîtes qui recrutent, c'est les boîtes qui ont levé, c'est les boîtes qui font ci, et en fait je laisse de côté tout le reste. Moi ce que je recommande c'est d'avoir toujours un mix équilibré. Pourquoi? Parce que dans le one-to-many, dans la base globale des clients, des prospects qui ressemblent à mes clients, il y a des typologies d'entreprises qui peuvent surgir de nulle part. Il peut y avoir à un moment ou à un autre un prospect qui va répondre à ma campagne de prospection d'outreach qui est sur une typologie d'activité que j'avais sous-estimée ou que je ne connaissais pas ou qui pour autant peut avoir de la valeur et qui me permettra par la suite de recréer une nouvelle base one-to-few et d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée sur les boîtes qui ressemblent à cette entreprise-là. Donc toujours un mix one-to-many, one-to-few, one-to-one. Et une question aussi qui peut être intéressante, Kevin. Genre, comment toi tu découpes et comment vous, chez les équipes de la liste, vous découpez le temps vraiment du coup de création de campagne, c'est 40% ou 50% pour les one-to-one. Est-ce que tu as une idée comme ça et des conseils à donner sur comment bien s'organiser, comment bien découper son temps sur ces 3 tiers? Ouais, bien sûr. Déjà, il faut le temps ne se découpe pas de la même façon en fonction du moment de la période de prospection. Quand on démarre une structure de campagne, quand on démarre une action d'outbound, on va structurer nos campagnes. Donc, cette action-là, elle a à faire au début et nous permet de structurer l'organisation. On va passer beaucoup plus de temps au début à paramétrer les cycles d'outreach pour les one-to-few qu'à les gérer dans le temps parce que le téléphone intervient, donc le côté humain et l'échange intervient après une série d'outreach. Donc, au lancement d'une campagne, on isole nos comptes, on prépare nos one-to-many avec un cycle de prospection un peu standard, on prépare nos one-to-few avec un cycle de prospection un peu plus évolué, et ensuite on démarre nos campagnes avec au début, un cycle équilibré 30%, 30%, 33, 33, 33. Au fur et à mesure que la campagne va évoluer, on va plus se focaliser sur les one-to-few et sur les one-to-one. On va dire que ça va être un 70% de one-to-few, un 20% de one-to-one et un 10% de one-to-many. Parce que le one-to-many, l'idée, c'est de le laisser en cycle de prospection plus d'outreach avec des sites de digitaux, email, LinkedIn. Avoir du one-to-few où on intègre le téléphone, plus du relationnel. Le one-to-one où vraiment l'objectif, c'est de rentrer en contact avec ces boîtes-là, peu importe le nombre de fois où je les relancerai ou la porte par laquelle je passerai. L'idée, c'est d'avoir un oui ou un non. Et en fait, sur les 10% de temps restant, eh ben, on travaille le one-to-many. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller identifier les one-to-few de demain. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont s'épuiser. La base, aujourd'hui, elle a beau être assez large. Bah, au bout d'un moment, cette base-là, en fait, on va identifier des typologies de prospects qui vont être plus intéressants que d'autres. On va identifier des typologies d'intent qui seront plus intéressants que d'autres.
et elle sera amenée à évoluer. Les boîtes qui recrutent aujourd'hui sont pas les boîtes qui recrutaient hier, les boîtes qui lèvent aujourd'hui sont pas les boîtes qui vont lever demain. Donc tout ça, ça va être amené à évoluer. Donc au début, un équilibre 33-33-33. Ensuite, 70% du temps sur le one-to-few, 20% du temps sur le one-to-one et 10% du temps sur le one-to-many. Ok, ok, hyper intéressant et surtout, ce que je retiens que tu dis que c'est hyper intéressant, c'est que tout a tendance à évoluer. Tu vas de ton one-to-many cibler du coup d'autres intents et d'autres boîtes et ton one-to-few va aussi évoluer parce que les intents, ça a une durée de vie limitée et tu en auras des nouvelles qui vont se renouveler tout le temps. Et puis cet équilibre, il a surtout un impact sur la performance mis au ratio temps d'un sales. Quand on se lance dans des actions de prospection, si on fait que du one-to-many, on aura très peu de rendez-vous et pourtant beaucoup de gens travailler. Et même s'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui prennent un one-to-many et qui vont dérouler des campagnes de mails, d'appels sur des bases sans pour autant avoir des intents. Et à l'inverse du marché, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de one-to-few uniquement par email, mais qui prennent pas le temps d'aller sur du téléphone ou sur du multicanal. Ma recommandation et ce qu'on voit chez Lala, c'est que c'est le relationnel qui fait la différence, peu importe le canal utilisé. Et on est OK que le temps humain passé à appeler, ça prend beaucoup plus de temps qu'envoyer des cycles d'outreach où on peut envoyer plusieurs campagnes en même temps. Donc, il faut prioriser ce temps-là, le temps passé par l'humain. Donc, les campagnes one-to-one, c'est les campagnes qui auront le taux de prise de rendez-vous le plus élevé parce que c'est là où on aura une approche la plus travaillée possible, la meilleure connaissance du prospect. On arrive avec tout de suite une connaissance du marché et de l'intérêt que va avoir le prospect. Donc, c'est celles qui vont avoir le taux de prise de rendez-vous le plus élevé. En revanche, vu que c'est une mécanique qui demande du temps, c'est là où on aura le moins de contacts travaillés. L'approche one-to-few, elle est un peu en équilibre entre les deux. On a une multitude de bases de données qu'on va pouvoir travailler à la fois en automation et à la fois en campagne de prospection téléphonique et CRM avec un suivi au jour le jour. Celle-ci, elle aura un taux de prise de rendez-vous plus faible, mais mais beaucoup plus élevé dans certains intents. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une organisation la, la plus optimale possible. Et le one-to-many, on le laisse pour obtenir des rendez-vous, même si celles-ci le taux de prise de rendez-vous sera le plus faible. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on est en capacité de faire, et ça, c'est les chiffres qu'on ressort des campagnes là, quand on travaille en one-to-many, on est environ à 1% de prise de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a une base qui est très large, on tape un petit peu de manière globale, et surtout, on se focalise sur les canaux digitaux, qui sont des canaux asynchrones d'échange. Donc, c'est pas là où on va récupérer le maximum d'insight. Le one-to-one, bien évidemment, c'est là où on a le taux de prise de rendez-vous le plus élevé parce qu'on travaille des prospects avec beaucoup de valeur, donc entre 3 et 7%. Et après, le one-to-few, on est sur des taux qui sont entre 1 et 3%. Ça peut monter à beaucoup plus en fonction des intents, mais sur des bases de données beaucoup plus faibles. Donc en fait, mis tout ça bout à bout, on arrive à avoir des taux de prise de rendez-vous qui sont assez élevés parce qu'on a un équilibre intéressant. Et ça, au vu du temps passé par le BizDev sur une campagne de prospection. Chez nous, on va être entre 1,5 et 3% de prise de rendez-vous en moyenne. Ça dépend des secteurs, hein, c'est vraiment à la louche ce que je vous donne comme info. Il y a des secteurs sur lesquels on va faire beaucoup plus de taux de prise de rendez-vous, des secteurs où on va être beaucoup plus faible parce que taux de joignabilité, parce que taux d'intérêt, parce que prospect sur sollicité. Mais c'est cet équilibre qu'on a voulu vous présenter sur toute la durée de ce webinaire qui justement fait cet équilibre et qui permet d'avoir un taux de prise de rendez-vous au vu du temps passé qui est le plus intéressant. Ouais, et surtout ce qui est intéressant, c'est que le volume est totalement différent sur les différents tiers. C'est-à-dire que le 1% sur le one-to-many, on sera sur 1% sur 10 ou 15 000 prospects, comme on a pu le voir du coup sur la liste que l'on a fait. Et alors que le one-to-few, on sera sur 3 ou 4 000. Donc ça s'équilibre énormément en fait. Exactement. Et puis si on arrive justement à avoir une connaissance suffisante de son marché, on se rendra compte que les one to few qu'on aura, en fait, ils ont été décelés dans le one to many de départ. C'est-à-dire que ce fameux pourcentage de prise de rendez-vous que tu as dans du one to many, en fait, après, tu vas les découper dans du one to few et là, tu vas les optimiser. Pourquoi? Parce que tu auras un discours qui sera beaucoup plus poussé, tu auras une connaissance marché qui sera pareil, beaucoup plus poussée. Et quand tu travailles en one to few, bah, sur ton CRM, tu as toutes tes intents, donc tu es en capacité d'avoir un discours vraiment de connaissance de ton prospect, ce que tu n'as pas en one-to-many parce que bah, tu n'as pas le temps de le faire. Ouais, ouais, tout à fait. On va passer à la phase de questions-réponses. Est-ce que du coup, vous avez des choses que vous souhaitez creuser sur ce webinaire et des questions sur toute cette présentation? Ouais, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, là on a 10-15 minutes pour y répondre. On a été dans les temps avec Kevin. Mais déjà, merci beaucoup hein, Kevin pour ton intervention. On apprend énormément de choses et
et ça permet de cadrer vraiment sa prospection. Et c'est des choses, comme tu dis, avant de commencer un cycle de reach, ça va faire en préalable, ça te permet vraiment de bien préparer et de partir sur des bonnes bases en fait. Totalement. Merci beaucoup. Merci Arthur. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, on reste disponible aussi hein, sur LinkedIn avec Kevin ou par mail. Donc, vous pouvez aussi, s'il y en a qui vous viennent après, nous contacter. Hein, ça sera avec grand plaisir. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas encore du coup Faro ou l'analyse, ben, vous pouvez tester Faro et commencer du coup à créer vos tiers avec nos 15 jours d'essai. Et si vous souhaitez du coup travailler aussi avec une agence de prospection, Kevin, je pense, et ses équipes seront contentes de vous N'hésitez donner pas. des. Ah, ouais, alors la question de Bastien sur la semi-personnalisation. Globalement, quand on n'a pas fait de focus sur ce webinaire, sur le copywriting, mais quand on travaille des bases one-to-few, l'idée c'est d'avoir une approche qui va quand même être personnalisée que ce soit dans le site de mail ou dans les appels. Donc, dans les appels, vous avez l'ensemble des intents qui est affiché à l'écran, et ces intents-là, vous pouvez les utiliser dans une approche par mail. Je vous donne l'exemple de l'agence SEO avec laquelle qu'on a pris en exemple. On est en capacité aujourd'hui de mettre en place une campagne de prospection avec, par exemple, SimilarWeb, où on va avoir le trafic SEO de l'entreprise. On a des données marché qui nous permettent d'avoir le taux de prise de rendez-vous, le taux de conversion moyen SEO sur certains types de diagonales. Donc, je pense notamment à une étude qui a été faite par Unbounce qui permet de savoir le taux de prise de rendez-vous moyen par secteur. Et à partir de ça, on est capable de faire des cycles de mails, par exemple. On va donner cette info-là en disant, bah voilà, je vous contacte, j'ai vu que vous aviez X 1000 visiteurs sur votre site internet par mois. D'après l'étude Unbounce, vous êtes censé normalement générer environ X ou Y formulaire entrant. Est-ce que c'est le cas? Nous, on est une agence SEO qui fait ça, qui est focalisée sur les mots-clés à haute valeur. On peut vous apporter ces insights-là. Est-ce que vous seriez OK pour échanger courant de semaine? J'aimerais creuser un peu le sujet avec vous. En fait, ces intents-là qu'on a été chercher, croisés à la donnée d'enrichissement qu'on va avoir sur des outils tiers comme SimilarWeb ou SEMrush, va nous permettre d'avoir un degré de personnalisation beaucoup plus poussé que simplement j'envoie un email, voilà ce que je fais, voilà la valeur qu'on peut vous apporter. Yes, super intéressant. Il y a une question aussi de Marjorie qui est intéressante parce qu'on l'a évoqué en off, mais on l'a pas forcément évoqué sur le webinaire. Est-ce que c'est pertinent d'avoir SalesNav et Faro? Si oui, en quoi c'est complémentaire? Les deux sont utiles. Nous, alors, historiquement, on utilisait SalesNav. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins SalesNav, hormis en enrichissement de compte, parce que SalesNav nous permet d'avoir quand même beaucoup d'actualisation sur les intents. Donc, à mon sens, c'est intéressant d'avoir les deux. Si vous utilisez SalesNav, il faut le coupler avec une solution qui va nettoyer la recherche SalesNav, ce que Faro fait déjà globalement, parce que quand vous faites une recherche SalesNav, par exemple, je sais pas moi, si vous recherchez directeur marketing d'une entreprise ou de typologie d'entreprise comme on vient de le faire là, vous allez avoir beaucoup plus de données sur SalesNav que sur Faro. Ça ne veut pas dire que Faro n'a pas la donnée. Ça veut simplement dire que Faro a nettoyé la donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments marché, par exemple, qui font que la donnée sur LinkedIn Sales Navigator, elle n'est pas forcément valide. Une personne qui a bossé dans une entreprise, et je pense notamment plutôt aux anciennes générations, quand ils gèrent leur profil LinkedIn, bah, ils vont mettre, j'ai bossé 3 ans en tant que directeur marketing dans cette boîte-là, puis après ils vont changer d'expérience, mais ils vont pas effacer leur entreprise d'avant. Et en fait, SalesNav va vous dire, Thomas, il est directeur marketing sur la boîte où il était il y a 10 ans. Entre-temps, il a fait 4 autres boîtes. Et comme il a jamais actualisé son profil LinkedIn, il est toujours directeur marketing de l'entreprise du dessous. Donc SalesNav aura beaucoup moins de valeur en termes de qualité de base de données que Faro. En revanche, SalesNav est mis à jour en continu, donc ça peut valoir le coup de l'utiliser pour certaines typologies de bases de données. Par contre, il faut le nettoyer. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que justement, on a des agences SEO nous, qui sont aussi clientes de Faro et on avait par exemple une demande d'agence SEO. Est-ce qu'on pouvait sur Faro savoir du coup les études d'enseignement supérieur qu'avait fait un prospect? Et ça, par exemple, c'est quelque chose que vous allez pouvoir chercher sur SalesNav, connaître quelle école a fait ce prospect-là, etc. Et qui peut être complémentaire du coup avec Faro si vous souhaitez utiliser cet intent-là. C'est des intents comme ça que vous trouverez que sur SalesNav parce que SalesNav qui a ces infos-là. Et dans l'approche one-to-one, c'est aussi intéressant de savoir qui dans vos relations peut vous mettre en contact avec une personne dans l'entreprise que vous voulez chercher, que vous voulez travailler. Parce que quand vous êtes sur une approche one-to-one, l'idée c'est de rentrer à tout prix en contact avec la bonne personne dans la boîte. Si vous avez un contact LinkedIn que vous connaissez de près ou de loin qui est en contact avec cette boîte-là,
ça peut valoir le coup de déclencher un échange. Donc, SageNav et LinkedIn au sens large est un bon moyen de rentrer en contact avec ces boîtes-là en one-to-one. Voilà, les deux sont complémentaires. Ouais. Je ne sais pas si on a répondu du coup à votre question, Marjorie, ou s'il y a d'autres questions. On a encore quelques minutes si vous souhaitez. Hop. Avec plaisir, Marjorie. Il y avait juste, je peux te répondre à l'oral. Pierre, tu avais une question sur 15 jours d'essai, on a droit à toutes les fonctionnalités. Oui, bien sûr, hein, vous pouvez avoir toutes les fonctionnalités, intégrer votre CRM, etc. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez tester Faro, à faire une demande, vous pouvez aller directement sur le chat, dire que vous avez participé au webinaire et on vous activera votre période d'essai. Benoît qui nous dit que c'est Jason Béraud, je crois, il me semble, qui l'a fait découvrir Faro. Ben, si jamais il est là, un bonjour à Jason. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir du coup finaliser ce live. N'hésitez pas à vous signaler s'il y a une dernière question. Sinon, ben, encore merci du coup Kevin pour ton intervention. Super Merci à toi, intéressant. merci à tous. Et merci à tout le monde. Ouais. Je vais conclure avec une petite partie là. L'idée, c'est toujours de pouvoir tester soi-même ces actions de prospection. Nous, on intervient pour aider les boîtes à monter at scale dans leurs actions outbound. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas le temps de gérer votre prospection en interne, que vous n'avez pas forcément le temps d'aller chercher ces prospects, les enrichir, avoir la qualité de discours nécessaire et la rigueur du commercial pour aller suivre ces leads-là en entrant ou en chasse. N'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec Lala et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans vos actions outbound. Yes. Donc, ouais, n'hésitez pas, on connaît très bien Kevin et ses équipes et c'est vraiment de la top qualité au niveau de l'outbound. Donc, ben, s'il n'y a plus de questions, vous souhaite tous ben, une bonne soirée. Et puis, on vous envoie, de toute façon, vous aurez le droit au replay et à la présentation par email. Merci à tous. Au Merci revoir. à tous. Salut Kevin. Ciao.